Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Suissa, je suis agrégé d'histoire, je suis professeur en classe préparatoire, en classe préparatoire commerciale et en classe préparatoire littéraire, ce qu'on appelle une cagne, au collège Stanislas, qui est un grand établissement parisien, en particulier de classe préparatoire, et qui a de très bons résultats pour ses étudiants au concours. Je suis donc un professeur assez privilégié de travailler dans ce cadre-là. Je suis assez fidèle à cet établissement puisque j'y suis depuis maintenant 29 ans et je travaille en classe préparatoire commerciale depuis 22 ans et en cagne depuis 19 ans. L'enseignement de l'histoire est d'une certaine façon une vocation. En tout cas, la passion pour l'histoire est une passion très ancienne. Je me vois encore à l'école primaire faisant des exposés sur Napoléon, puisque c'était la grande chose à l'époque. Et donc déjà ayant du plaisir à transmettre des choses, à expliquer, peut-être aussi à faire un petit numéro devant une classe. Ensuite, après des études secondaires au lycée Carnot à Paris, je suis allé en classe préparatoire en Hippocagne et en Cagne au lycée Henri IV. Là, mon goût pour l'histoire s'est précisé, s'est approfondi. Après quoi, j'ai préparé l'agrégation d'histoire et une fois que j'ai pu l'avoir, je suis tout naturellement devenu prof. J'ai commencé à être enseignant dans un lycée technique de la banlieue de Rouen. Une expérience un petit peu difficile car j'étais un prof débutant dans des classes technologiques qui n'avaient pas d'histoire au baccalauréat et dont c'était la dernière année d'enseignement en histoire. Donc ça a été assez chaud, comme on dit. Un concours de circonstances a fait que je me suis retrouvé à Stanislas à la rentrée suivante, après avoir postulé pour faire des remplacements quand j'étais jeune étudiant dans l'enseignement privé. J'ai été contacté en fonction de cette fiche et là on m'a tout de suite proposé, sachant que j'étais agrégé, un poste dans le secondaire. J'ai donc commencé les premières années en première et terminale. J'étais très heureux d'enseigner, j'ai vraiment découvert mon plaisir d'enseigner à ce moment-là. Au bout de quelques années, ils m'ont proposé une classe préparatoire commerciale, ce que je n'ai pas refusé. Et puis 3 ans après, ils m'ont proposé la cagne, qui se refuse encore moins, et je suis resté définitivement en prépa depuis donc 1997. Alors pourquoi ai-je choisi l'enseignement plutôt que l'écriture, le travail dans une maison d'édition, auquel j'avais d'ailleurs pensé comme avenir envisageable? Les études même, quand vous faites des classes préparatoires littéraires en Hippocagne, en Cagne, font qu'a priori, puisque vous préparez Normal Sup, vous vous destinez à passer les concours de l'enseignement. Donc vous êtes d'une certaine façon dans des tuyaux qui vous mènent tout naturellement vers l'enseignement. Il faudrait à ce moment-là avoir une passion extérieure pour l'édition, pour l'écriture, tellement importante que vous renonceriez à ça. J'ajoute que dans mon milieu familial, qui était un milieu familial socio-économiquement aisé, mais qui socio-culturellement n'avait pas fait d'études supérieures. Je ne compte pas d'enseignants du côté de mes parents, du côté de mes grands-parents. On considérait peut-être que ces métiers-là étaient des métiers beaucoup plus incertains. Surtout que j'ai commencé dans ces classes préparatoires au moment où il y avait la crise des années 70. Voilà, la garantie de l'emploi, ce goût que j'avais peut-être déjà très jeune pour le fait de communiquer et d'enseigner, et puis cette sorte de tuyau des concours ont fait que je me suis retrouvé enseignant. Je crois que la signification de l'enseignement, que j'ai découverte d'ailleurs en enseignant, la signification de l'enseignement, c'est d'abord la transmission. Bon, c'est un peu une banalité, mais je crois que c'est la réalité des choses. Il faut avoir le goût de transmettre ce qu'on a soi-même reçu, si vous voulez. Il y a une sorte de généalogie qui se fait, avoir le plaisir d'expliquer et avoir le plaisir de voir une salle de classe qui n'est pas forcément conquise a priori par ce dont vous allez parler, de la voir à la fin ayant pris du plaisir à apprendre. Je crois qu'il y a dans l'enseignement un goût de la transmission et naturellement un goût du savoir à partager. Ça, je crois que c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, enseigner, c'est aussi vivre avec une salle de classe, avec des élèves. Je considère, y compris en classe préparatoire, qu'un cours, ce n'est pas un livre qui parle, c'est une expérience humaine. Moi, je dis souvent qu'un cours, ça doit être un peu un happening. C'est un événement. On a naturellement des idées générales sur ce qu'on va dire,
Et puis tout d'un coup, il y a une chimie ou une alchimie qui se passe avec une classe, 2, 3 questions qui vous font éventuellement dévier. Les fameuses digressions des profs d'histoire qui sont bien connues. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est d'accepter ce dérapage un petit peu contrôlé pour qu'il y ait un moment de vie en commun qui se passe et qui est encore un moment d'apprentissage, même s'il n'était pas prévu au départ. Alors j'ai découvert aussi que l'enseignement, chemin faisant, c'était une véritable découverte de soi, une véritable analyse finalement. On découvre à la fois ses capacités, ses potentialités devant un public, la capacité de conviction. Certains étudiants me prêtent même un certain charisme, ce qui est une absolue nouveauté. On ne raisonne pas en ces termes quand on est étudiant naturellement, ou même tout jeune prof. On découvre aussi des aspects moins sympathiques de sa personnalité, parfois une certaine impatience, parfois une certaine intolérance quand l'apprentissage ne se fait pas assez rapidement. On découvre qu'on peut avoir parfois des mots durs, parfois un petit peu blessants, à des gens qu'on veut considérer comme des adultes, pour créer un rapport le plus horizontal possible et pas trop vertical, et en même temps en oubliant parfois que ce sont quand même des jeunes et qui ont une certaine fragilité. Le revers de la médaille, si on peut dire, dans ce métier, et je ne parle que de celui de prof de prépa, j'ai finalement, mis à part la première année, toujours exercé dans un cadre privilégié. Je ne pourrais pas parler au nom de mes collègues qui travaillent dans des banlieues difficiles, qui peuvent peut-être à peine faire leur métier d'enseignant. Voilà, je parle en mon nom propre. En mon nom propre, les contraintes, les difficultés, en prépa, elles sont de deux ordres. D'abord, il y a l'exigence du public que vous avez en face de vous et qui ne laisse rien passer s'il estime que vous n'êtes pas assez rigoureux, assez précis, parce que ce public-là se bat pour décrocher une place dans une grande école. Il est donc tout à fait légitimement exigeant. Mais ça, si j'ose dire, c'est une contrainte assez stimulante. La contrainte qui est peut-être la plus difficile à accepter ou la plus difficile à vivre sur le long terme, c'est naturellement la sempiternelle correction des copies. Les profs sont des gens qui aiment lire. Et ils aiment lire parce qu'ils aiment bien apprendre, découvrir quelque chose. Naturellement, quand vous lisez des copies d'élèves, vous n'apprenez rien. Ou alors vous apprenez que votre cours est mal passé, éventuellement, mais sinon vous n'apprenez rien de spécial. Autrement dit, tout ce plaisir de la lecture qui peut caractériser un prof, là vous le perdez un peu. Alors c'est un travail à la fois extraordinairement nécessaire parce qu'il faut évaluer. Et vous êtes là aussi pour évaluer, et vous êtes là aussi pour annoter, pour modifier, pour améliorer les choses. Donc il faut le faire. Et en même temps, c'est un travail très frustrant quand on a le plaisir de lire des livres, parce que là, évidemment, on n'apprend rien de plus. Alors évidemment, avec l'expérience, on corrige de plus en plus vite. Pour que les gens aient une idée assez précise de ce que ça représente être prof en prépa, une copie d'histoire en prépa commerciale, c'est environ 20 minutes minimum de correction, sachant qu'il y a une quarantaine d'élèves dans une classe. Une copie de Cagne, où les cagneux ont 6 heures et non pas 4, comme pour les commerciaux, pour faire une copie d'histoire, là c'est minimum une demi-heure de correction. Là encore, vous multipliez par une quarantaine d'élèves. Donc c'est un travail qui est considérable. C'est un travail que vous devez faire dans un laps de temps le plus court possible, parce que naturellement, après avoir produit leur effort, les étudiants sont très impatients d'en voir le résultat. Pour une autre raison aussi, c'est qu'il faut que quand vous faites le corrigé, ils aient encore assez frais dans l'esprit ce qui s'est passé dans leur tête au moment où ils ont reçu le sujet, donc il ne faut pas que ce soit trop éloigné du moment où ça a été composé. Du même coup, vous êtes astreint à une période de 8-10 jours où vous ne touchez pas le sol, quoi, où il faut corriger, corriger, corriger. Indépendamment des oraux d'entraînement au concours, ce qu'on appelle les cols en prépa que vous devez faire passer, indépendamment des lectures que vous devez obligatoirement faire pour enrichir vos connaissances, pour compléter ce qu'il y a au programme, etc. Il y a des semaines où on peut travailler 45 à 50 heures par semaine, ce qui fait que les fameuses vacances scolaires arrivent toujours bien au bout de 6-7 semaines pour reprendre un petit peu de fraîcheur et de recul. Alors une des grandes questions qui est souvent posée par les étudiants, surtout quand ils ont des mauvaises notes d'ailleurs, c'est de savoir si finalement ils n'ont pas été corrigés subjectivement et si finalement l'objectivité ne serait pas de rigueur pour un enseignant.
Je dis toujours à mes étudiants en début d'année que l'histoire n'est pas une science exacte et qu'elle n'est pas non plus une discipline qui peut être évaluée objectivement. Autrement dit, il y a dans l'histoire une subjectivité qui est à assumer. En revanche, une copie d'histoire réussie en prépa doit présenter deux caractéristiques. Elle doit être cohérente dans sa problématique, dans le plan qui développe cette problématique et dans sa conclusion. Donc il y a une exigence de cohérence et elle doit être non pas objective mais honnête, c'est-à-dire présenter les différentes thèses, puisqu'il s'agit d'un petit essai à faire, présenter les différentes thèses, quitte à titre personnel à en privilégier une, celle qui emportera le morceau à la fin de la dissertation et qui inspirera la conclusion. Histoire objective, non. Copie d'histoire cohérente et honnête, oui. Le travail de prof en prépa, c'est plus qu'un métier. C'est à mon sens un style de vie. Si on voulait, on pourrait même dire un art de vivre. C'est un style de vie dans lequel la frontière entre ce que vous faites pour votre plaisir, je pense en particulier aux lectures, et ce que vous faites pour votre travail est une frontière extraordinairement poreuse. Pendant les congés d'été, quand je lis un livre qui vient de sortir sur les pays d'Europe de l'Est, de 1945 à 1956, je le fais toujours aussi avec une arrière-pensée. C'est-à-dire que mes étudiants puissent en bénéficier. C'est l'objet de mon premier cours en Cagne depuis la rentrée, comme par hasard. J'ai acheté ce livre par plaisir, je l'ai lu avec plaisir, et puis très rapidement, le prof qui ne s'absente pas pendant les congés est là, et se dit que finalement, ce serait intéressant à transmettre à ses étudiants. Donc il y a beaucoup de lectures quand on est prof de prépa, il y a beaucoup d'annotations. Comme ma discipline s'intitule Histoire, géographie et géopolitique en prépa commerciale, il y a beaucoup de lectures des journaux aussi. Il y a beaucoup de découpage d'articles, il y a beaucoup de récupération. Si vous voulez, les professeurs sont des machines à récupérer ce qu'ils lisent sous forme de fiches ou autres. Ce qui fait que, là encore, la frontière entre temps libre et temps de travail est assez difficile à déterminer. Ce qui est fixe dans le temps de travail, ce sont trois choses. Premièrement, la durée des cours, ce que vous faites en cours. Le statut pour un professeur en classe préparatoire est de 10 heures hebdomadaires, ce qui peut descendre à 9 quand on est en deuxième année et ce qui peut descendre à 8 quand on a des classes supérieures à 36 élèves, ce qui est le cas le plus courant. J'ai à titre personnel 10 heures de cours, 4 heures en Cagne et 6 heures en prépa commerciale, auxquelles je joins de façon assez incompressible ce qu'on appelle des colles orales, c'est-à-dire des entraînements à l'oral, où on évalue non seulement le travail académique fourni par les étudiants, mais aussi la capacité à convaincre à l'oral, qui est un de leurs défis aussi pour passer et réussir les concours. Et puis, troisièmement, il y a les corrections de copies dont je parlais, qui représentent là encore un temps incompressible. Voilà en gros quel est le quotidien d'un prof de prépa, quotidien qui, comme je l'ai dit, se prolonge aussi pendant les congés par des lectures. Je crois qu'il y a un certain public scolaire qui peut être rebuté par l'histoire par rapport à l'immensité du savoir que ça peut représenter. Je crois que le côté encyclopédique du savoir historique peut faire peur. C'est ce qui a inspiré, même parfois maladroitement, un certain nombre de réformes du secondaire qui ont voulu casser ce côté érudition chronologique, quitte éventuellement d'ailleurs à pousser le bouchon un petit peu trop loin dans l'autre sens. Mais je crois qu'il y a cette énormité livresque, académique, qui peut faire peur en ce qui concerne l'histoire et la géographie. Ce qui m'a toujours, à titre personnel et avec bien d'autres élèves, ce qui m'a toujours passionné, moi, dans l'histoire, c'est d'abord son côté imaginaire. Je crois que quand on est à l'école primaire, quand on est dans les petites classes, moi, la première chose qui m'a poussé vers l'histoire, c'est ce côté monde réel, mais du passé. Autrement dit, c'était d'une certaine façon un roman, un conte. J'ai toujours aimé les livres sur la mythologie, etc. J'avais l'impression de me trouver à la fois dans un autre monde et en même temps avec des personnages bien réels et qui avaient existé. Et je crois que cet équilibre entre l'imaginaire et le réel, en y réfléchissant après, je crois que c'est vraiment ce qui m'a plu. Je crois aussi aux leçons que l'histoire peut donner pour comprendre le présent, pour comprendre l'actualité.
Si l'histoire n'est pas qu'un exercice d'antiquité, c'est bien que nous nous intéressons à l'histoire en fonction de préoccupations du présent. Et c'est ce qui fait la subjectivité de cette matière. C'est que nous ne nous intéressons pas à tout dans le passé. Et du coup, l'histoire et l'historiographie évoluent, mais en fonction de préoccupations du présent. Et je pense que cette subjectivité, il faut l'assumer. Et c'est ce qui donne son sel à l'histoire, c'est que ce n'est pas une matière morte. C'est une matière qui permet aussi de comprendre le réel. Alors, quand on dit que l'histoire sert à expliquer le présent, c'est vrai à une réserve près. Il ne faut pas interpréter dans l'autre sens le passé avec des lunettes du présent, c'est-à-dire sans contextualiser et sans vraiment maîtriser l'échelle de valeur qui existait à une certaine époque. Et ne pas juger en fonction de notre échelle de valeur actuelle. Ça, c'est la première chose. C'est le premier risque d'être amoureux de l'histoire et de vouloir à tout prix, en fonction de considérations du présent, juger du passé. À l'heure actuelle, l'affaire du Burkini, je crois, est quelque chose d'assez significatif. Les femmes catholiques en France manifestaient, surtout quand elles étaient pratiquantes, une certaine pudeur à revêtir, il y a un siècle ou même moins d'un siècle, tout ou partie de leur corps. Moi, j'ai connu des dames qui, dans les églises, mettaient des fichus sur les cheveux. Et puis, puisque nous célébrons le 70e anniversaire du bikini, il faut savoir qu'à l'époque, ça a soulevé dans les milieux bien pensants des tempêtes de protestation au nom de la moralité, au nom des bonnes mœurs, etc. Donc, il est toujours intéressant en histoire, même si le passé n'explique pas tout le présent, il est toujours intéressant d'établir des généalogies, de voir que les choses n'arrivent finalement jamais totalement par hasard et qu'il y a d'une certaine façon des constantes. Le but n'est pas de prononcer des jugements moraux, le but est de voir que ce qui arrive est rarement une absolue surprise et a toujours une généalogie, même si un événement du présent aurait pu naturellement tourner autrement. L'histoire, c'est une sorte de recueil de mondes parallèles, d'histoires parallèles qui pourraient exister ou pas, et qui, en fonction d'une certaine généalogie, finit par produire un événement ou pas. Quand on dit que l'histoire se répète sous des formes différentes, ce qui est le plus important dans ce genre de formule, c'est pas se répète, c'est sous des formes différentes. Il faut bien voir que l'histoire ne se reproduit pas à l'identique, mais que des êtres humains puissent avoir individuellement ou collectivement le même type de réaction, des réactions comparables, dans des contextes comparables, n'a rien d'absolument surprenant. Ce qu'il y a de très stimulant dans le métier de prof de prépa, c'est que vous ne pouvez pas vous contenter de garder la plupart de vos cours tels quels d'une année sur l'autre. D'abord parce que en prépa commerciale, vous avez de la géopolitique. On ne peut pas parler du Moyen-Orient aujourd'hui et en tirer les mêmes conclusions comme au moment des révolutions arabes, où tout le monde pensait finalement que le Moyen-Orient, à son tour, allait passer à la chute de ses murs, à la démocratie, etc. Les conclusions ne sont pas les mêmes, donc il faut naturellement adapter les choses. Deuxièmement, vous avez aussi une évolution de l'historiographie. En Cagne, l'historiographie sur le nazisme, l'historiographie sur le communisme ont considérablement évolué. Donc il faut être capable naturellement, et ça fait partie du quotidien d'un prof de prépa, de se tenir au courant des derniers travaux de recherche, des dernières pistes historiographiques. Donc il faut aller fureter dans les librairies généralistes, spécialisées, voir ce qu'il y a sur les tables, voir les livres qui finalement font l'actualité historiographique sur une question, parce que naturellement les membres du jury seront au courant, et que ça peut éventuellement inspirer un sujet qui tombera à l'écrit ou à l'oral, et donc nos étudiants doivent naturellement être au courant de tout ça. Alors ça, si j'ose dire, c'est pas une contrainte, c'est vraiment le sel de ce métier, c'est qu'on est obligé de se renouveler en permanence. Le fait d'être enseignant dans un établissement catholique, en classe préparatoire dans un établissement catholique, signifie naturellement qu'on est dans un établissement qui a une identité, un caractère propre, c'est la formule qui est consacrée, une identité religieuse que l'on connaît,
Je dois dire que dans mon établissement, les choses ont été claires au départ quand j'ai été recruté. C'est un établissement qui a une forte identité catholique, hein. C'est un établissement qui a été créé en 1804. C'est un des plus vieux établissements catholiques de France. Et en même temps, c'est ce qui m'a été dit par le directeur de l'époque, il y a une approche libérale en matière spirituelle. La liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de manifester sa foi d'une façon ou d'une autre, d'avoir des orientations dans la pratique de sa foi d'une façon ou d'une autre. C'est un établissement d'excellence. C'est un établissement qui a un certain nombre de valeurs humaines qu'il veut transmettre. Ce n'est pas un établissement totalitaire qui aurait pour but de changer des individus qu'on lui conférait. J'ajoute que je suis statutairement fonctionnaire. Mon statut officiel est d'être fonctionnaire détaché dans l'enseignement privé sous contrat. Mon supérieur administratif est le chef de mon établissement pour tout ce qui relève des absences, des éléments extérieurs de mon travail, de mon comportement. Mon supérieur pédagogique suprême, c'est l'inspection générale d'histoire et son doyen. Et je dois dire qu'au-delà de ce qui peut paraître comme de la théorie, sur un plan personnel, je n'ai jamais eu à subir la moindre contrainte sur le fond pédagogique de mon enseignement dans mes classes. Je suis maître de ce que je dis pendant mon cours, même sur des questions sensibles en histoire. Il m'arrive de parler de ce que l'on a appelé l'affaire Pie XII à propos du massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On en parle très tranquillement, très calmement. J'indique de façon honnête quelles sont les différentes thèses. Jamais je n'ai eu la moindre pression pour m'auto-censurer sur ces questions. Je trouve ça bien normal. Il est évident que je sais en même temps dans quel établissement je suis, que je ne suis pas là pour faire de l'anticléricalisme militant. Donc il y a à la fois liberté et responsabilité personnelle. En ce qui concerne les hésitations que j'avais pu avoir par rapport au métier de prof, il faut dire que dans l'enseignement secondaire, rien ne vous prépare a priori à envisager cette hypothèse. J'appartiens en plus à une génération où l'enseignement était extrêmement vertical, à quelques exceptions d'enseignants près, qui m'ont d'ailleurs passionné, qui m'ont peut-être donné le goût d'être enseignant, mais c'était un enseignement très magistral. C'était un petit peu les livres qui parlent que j'évoquais tout à l'heure. Sur ce plan-là, je ne peux pas dire que le goût d'enseigner me soit venu dans ce contexte-là. Le goût de l'histoire, lui, je l'ai dit tout à l'heure, était très ancien. Avec le recul, et en ayant commencé à enseigner dès les premières années, je crois que j'ai vraiment trouvé le métier qui me convenait. Je n'imagine pas pouvoir faire un autre métier. En ces périodes de rentrée, j'ai toujours la petite excitation que j'avais quand j'étais élève, de découvrir de nouvelles têtes, de voir de nouvelles choses, d'être dans un nouveau contexte. Donc je crois que c'est un métier qui me passionne véritablement. Ma passion pour l'histoire est restée intacte, celle pour l'enseignement aussi, pour la transmission aussi, en faisant différemment de l'enseignement que j'ai reçu, en essayant d'horizontaliser le plus possible les relations avec les étudiants, en essayant d'être le plus ouvert possible sur le plan formel et en même temps le plus intraitable sur le fond. De la rigueur, du travail et en même temps des relations au quotidien qui doivent être détendues. Une prépa, ça doit se faire aussi dans la bonne humeur, ça ne doit pas être qu'une grosse quantité de travail.